présence. Merci pour André. Merci à André de venir à Guyon. Bon, Guyon vient régulièrement pour la foire, tous les ans, hein, bien sûr. Je pense que la plupart d'entre vous savent que je ne suis pas quelqu'un qui a coutume de participer à des débats politiques, de participer à ce genre de choses. Voilà, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, pareil. Donc c'est la première fois que je soutiens un candidat en campagne, que je soutiens ouvertement, pas pour moi évidemment, mais pour notre territoire et pour nos territoires ruraux. Je pense que André est la personne dont nous avons besoin dans l'état actuel, où la campagne souffre vraiment. Il aura l'occasion de parler du retrait de ZRR et d'autres sujets également, qui nous impactent particulièrement. Je pense que c'est le candidat dont nous avons besoin sur notre territoire pour participer à ce gouvernement auquel j'ai envie de croire. On va lui donner une chance, mais avec des gens comme André comme député. Voilà. Merci Madame le maire et chère Claudie, si tu le permets, pour ces mots d'accueil. Alors c'est vrai, tu as eu la gentillesse de rappeler que je venais régulièrement, depuis longtemps, à Guyon pour diverses choses, au premier rang desquelles, chaque année, la foire de Guyon, qui est un moment incontournable, un rendez-vous agricole important qu'il faut poursuivre. Donc je lance un appel à ceux qui ont en charge cette belle manifestation, parce qu'elle participe de l'animation de cet endroit, de la terre pleine, de ce territoire, et c'est très important. Et puis, j'y venais, mais ça c'est sans doute le privilège de l'âge, il y a un certain nombre d'années pour d'autres activités qui étaient plus sportives, et j'ai parcouru l'ensemble des terrains de foot de Lyon et de la Bourgogne pendant 45 ans, le dimanche. Voilà, ça a été mon activité principale. J'avais le choix entre la chasse ou le football. J'ai choisi le deuxième, j'ai choisi le football, et ce qui m'a donné l'occasion de connaître beaucoup de territoires, et puis surtout de rencontrer énormément de gens avec lesquels je reste en relation, même si on est 50 ans sans se voir. On sait qu'à un moment donné, on a partagé quelque chose, et je vous assure que sur le plan humain, c'est d'une richesse incroyable. Je veux en donner simplement une manifestation, ce n'est pas l'objet de la réunion, mais nous étions en réunion à Gurgy, il y a 2 jours, et il y a un monsieur que je ne... Alors ça aussi, c'est dangereux, parce qu'en vieillissant, parfois les traits ont tendance à changer, hélas. Il m'aborde, il me dit « tu ne me reconnais pas ?» Je lui dis non, il se présente. Alors évidemment, le nom pour moi était très évocateur. Le nom c'était Robé, et c'était l'ancien gardien de foot de la GIA, à la belle époque où Avalon s'affrontait à la GIA. Donc vous voyez, il me connaissait, je le connaissais, et ça a été une belle occasion de le retrouver. Donc je voudrais remercier ensuite chacune et chacun d'entre vous d'avoir pris sur votre temps pour venir pendant 1 heure, 1 heure et demie, écouter ce que je souhaite vous délivrer comme message. Remercier Sylvie Charpignon, bien sûr, dans ses fonctions de conseillère départementale et de maire de la commune de Santigny, les autres maires de Saint-André, Vignes, les anciens élus de Montréal, etc., les jeunes retraités, enfin je salue tout le monde. Alors, il y a un monsieur que je vois très souvent dans des manifestations pour lesquelles je n'aimerais pas le rencontrer trop souvent, c'est son activité professionnelle, donc je préfère, je lui dis, le voir aujourd'hui ici dans cette salle, mais c'est ainsi, c'est la vie. Hein, voilà. En tout cas, merci à toutes et merci à tous. Alors, mon intervention, je la présente en 4 ou 5 temps. Une introduction, ce qui est légitime. Ensuite, je vous présente mes 3 priorités, le travail, la ruralité et la santé. Puis enfin, une conclusion un peu tonique, un peu politique, mais comme l'a dit Claudie, qui pour la première fois vient de s'engager, et je la remercie pour les mots qu'elle a eus à mon endroit, eh bien, va remettre sans aucun doute, sinon l'église au cœur du village,
le débat là où il doit être, c'est-à-dire à l'occasion de cette législative du 11 juin et j'espère le 18 juin. Voilà. Ces mots étant dits, je voudrais rappeler quel est le contexte politique que nous venons de vivre. L'élection du 8e président de la Ve République, Emmanuel Macron, qui vient de nulle part, et en 1 an et demi, il réussit une opération qui s'apparente à ce que les Allemands disaient la Blitzkrieg, la guerre éclair, et donc il réussit son coup. Il réussit son coup à un moment sans doute qui lui est très favorable, au moment où nos concitoyens sont dans le doute, sont en quête d'identification, et où l'offre politique du moment, finalement, ne leur donnait comme possibilité soit de rester dans l'alternance, très contestée, semble-t-il, entre la gauche et la droite, soit d'aller vers des partis populistes, l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et là, une offre nouvelle vient d'apparaître sur le terrain politique, incarnée par Emmanuel Macron, et ça donne le succès que vous connaissez, puisque en très peu de temps, il fait grossir un mouvement qui le conduit jusqu'à la fonction suprême, c'est-à-dire jusqu'à la présidence de la République. Alors, moi je ne vais pas faire d'anti-Macron, ne comptez pas sur moi là-dessus, je vais exactement être dans la tonalité de Claudie. Macron, moi je l'ai rencontré il y a 1 an, il était encore, plus d'1 an, il était encore ministre des Finances, il nous a reçus très agréablement. J'avais découvert à cette occasion un homme tout à fait remarquable, d'une intelligence prodigieuse, dont on pouvait imaginer, mais alors il n'y avait personne à ce moment-là pour dire et pour imaginer qu'il serait président de la République 1 an après. Ça relevait sans doute d'une équation, en tout cas moi que je ne savais pas traduire à ce moment-là. Et pour le 2e tour de l'élection présidentielle, j'ai voté pour lui et j'ai appelé à voter pour lui. Donc c'est vous dire que de ce point de vue-là, il n'y a pas d'ambiguïté dans mon propos. Mais cela dit, il y a un certain nombre de sujets pour lesquels nous sommes dans la différence, peut-être dans la divergence, voire dans l'opposition, mais vous jugerez en fonction des différents sujets que je vais aborder. Donc il est en place, c'est notre président de la République, et nous avons vocation, en tout cas, à travailler avec lui à un moment de l'histoire du pays où celui-ci est au fond de l'ornière. Il faut bien le comprendre, il faut bien s'en imprégner de cette notion-là. La France est au fond de l'ornière aujourd'hui, quand on remet les choses en perspective de son environnement géographique et économique, c'est-à-dire l'Europe et le monde. La France est en grande difficulté et que si rien, non seulement n'est entrepris rapidement, mais réussi rapidement, nous aurons collectivement du souci à nous faire. Voilà, si vous voulez, la situation politique, et c'est mon introduction. Donc je vais aborder maintenant la première priorité qui est le travail. Et peut-être avant d'entrer dans cette notion du travail, replacer aussi le contexte dans son ensemble, c'est-à-dire dans le monde et dans l'Europe. Depuis 2008, nous vivons une crise particulièrement dure, dont les effets se font sentir jusqu'en 2015. Donc hier, avec une période des 4 années entre 2011 et 2015, où le commerce mondial est en difficulté, et depuis 2015, on assiste à une forme de reprise mondiale. C'est comme ça, les chiffres le disent, et il y a 2 chiffres qu'il faut retenir. C'est que ce commerce mondial augmente en ce moment de 4% par an depuis 2015, et le chiffre du chômage à l'échelle du monde, chiffre qu'on n'aborde jamais, on parle du chômage au niveau national. La France, c'est 9,5% de la population active, 9,5% qui est au chômage. Le chômage mondial, c'est 6%. Donc vous voyez que le monde économique, les presque 200 pays qui forment l'ensemble des pays du monde, sont dans une situation globale bien meilleure que la France, puisque le taux de chômage est à un seuil qu'on appelle structurel, c'est-à-dire en dessous duquel on ne peut pas descendre, pour des raisons, ce qu'on appelle une forme de plein emploi. On ne peut pas descendre en dessous de 5 et 6% de chômeurs. Donc on voit bien que l'économie mondiale est en reprise, mais que la France est en train de regarder le mouvement et ne participe pas à ce mouvement. Pourquoi elle n'y participe pas? Parce que l'analyse est simple, parce que depuis 30 ans, on n'a pas fait les réformes. Il est temps de les faire maintenant. Comme on dit, les planètes sont en train de s'aligner, et si on ne les fait pas maintenant, on ratera le train. Donc depuis 30 ans, la France n'a rien fait, alors que les pays voisins s'y sont engagés, l'Allemagne, qui est notre principal client et notre principal fournisseur, les pays méditerranéens, immédiatement voisins de la France,
donc on regardait avec beaucoup de condescendance, d'ironie même, de supériorité. Les Français étaient supérieurs, se sentaient supérieurs à l'Italie et à l'Espagne. Eh bien aujourd'hui, l'Italie et l'Espagne sont en train de damer le pion à la France sur le terrain économique, et je ne vous parle pas du Royaume-Uni et de la Grande-Bretagne en particulier, qui exactement sur le même rythme, et la France est en train de passer d'ailleurs, c'est pas un hasard, au 5e rang mondial, alors qu'elle occupait un rang beaucoup plus enviable il y a pas si longtemps. Donc depuis 30 ans, depuis 80, il ne se passe rien chez nous en termes de réforme. Et on a vu l'industrie quitter le territoire national, l'Allemagne, avec des coûts d'ailleurs. Je vais parler un peu des coûts de main-d'œuvre, puisque vous avez noté que je suis sur la valeur travail, en ce moment, c'est la priorité principale. Le coût du travail en France, il est à peu près égal à celui de l'Allemagne, sauf que l'Allemagne, en termes industriels, a une gamme qui est bien supérieure à la nôtre. Nous sommes avec des coûts supérieurs de 20% à l'Espagne, avec une gamme identique à l'Espagne. Donc vous voyez qu'on ne peut plus jouer en termes de concurrence avec nos voisins, avec nos pays voisins et amis, notamment ceux de l'Union, parce que eh bien, nous avons des coûts qui nous empêchent d'exporter. Le nombre d'entreprises françaises qui exportent est de 120 000, il est de 2 fois plus élevé en Italie et 3 fois plus élevé en Espagne. Pardon. Le troisième sujet qui permet d'analyser la situation économique de la France, on l'analyse à travers un critère qui est le pourcentage de robotisation par rapport au nombre de salariés. Eh bien, là aussi, même chose, on découvre que l'industrie, depuis 30 ans, n'a pas rattrapé le retard que d'autres ont créé, et que le taux de robotisation en Italie est 2 fois supérieur à la France, en Allemagne, il est 3 fois supérieur à la France, et au Japon, en Corée du Sud, il est 4 fois supérieur à la France. Donc on voit bien que la situation est extrêmement défavorable à notre pays, et qu'il est grand temps d'engager maintenant les réformes nécessaires. Alors quelles sont ces réformes ? À très court terme, et là c'est une prise de position politique au sens noble du terme, c'est d'abord la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est un sujet qui avait été détricoté par le gouvernement précédent, parce que ça c'est aussi une manie politique, lorsque dans le cadre de l'alternance que j'évoquais tout à l'heure, les gouvernements se succédant ont à cœur parfois, ou prennent un malin plaisir à détricoter la pelote de l'autre pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'intérêt des populations, mais pour des raisons polémiques ou politiques. Ça a été le cas pour la défiscalisation des heures supplémentaires, et on a vu cette possibilité qui était offerte quand même après 10 millions de salariés, et pas parmi les plus riches du pays, eh bien, ne plus pouvoir bénéficier de cette défiscalisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a enlevé du pouvoir d'achat à des gens qui attendaient effectivement un peu plus de ressources, un peu plus de revenus pour le quotidien. Donc ça va être une priorité de l'été. Ensuite, il faudra s'attacher à cette notion de code du travail. Je crois qu'on est les derniers d'ailleurs à monter dans ce train. Les pays scandinaves l'ont fait il y a bien longtemps, avec réussite. Et il y a 2 notions qui sont sur la table. C'est la notion de flexibilité du travail, c'est-à-dire que les accords qui sont passés historiquement, mais ça, la France est un pays post-révolutionnaire, nous vivons encore dans dans l'inertie d'un mouvement qui a plus de 200 ans, qui était la Révolution française, avec des antagonismes sociaux bien marqués au XIXe siècle, mais qu'on continue, ou en tout cas qui continuaient d'être portés par un certain nombre de partis politiques, et qui rythment, au fond, ces antagonismes, qui rythment encore, c'est pas qui rythmaient, qui rythment encore, eh bien, le dialogue social dans notre pays. Il faut vraiment rompre avec cela, parce que ce sont des images du passé, et les négociations ne doivent plus être opérées au niveau central, ne doivent plus l'être au niveau des branches, mais doivent l'être au niveau des entreprises. C'est ça qu'on appelle la flexibilité, mais une flexibilité réussie, c'est une flexibilité acceptée. Et il ne faut pas évidemment bloquer le pays, parce que ça aussi c'est une particularité franco-française. Dès que vous engagez un certain nombre de réformes qui ont tendance à sortir de l'ordinaire, eh bien vous mettez les gens dans la rue, vous bloquez le pays. D'ailleurs on voit bien en ce moment, la grève est levée, mais l'approvisionnement en pétrole, au premier
comment dire, tout sottement, ça y est, les syndicats bloquent le pays. Donc il faut faire très attention, parce que bloquer le pays, c'est mettre en péril l'économie, et c'est extrêmement dangereux pour la croissance et la relance. Donc la flexibilité s'accompagne de sécurité. Et il faut offrir aux salariés cette notion de sécurité. Il faut faire les deux choses en même temps. Et j'espère, et je forme le vœu d'ailleurs, que le président de la République est en capacité d'engager, en tout cas il l'a dit, il l'a exprimé, il semble là-dessus être très en verve, il l'a exprimé, donc nous le soutiendrons. Quand je dis nous, hein, c'est la formation politique à laquelle j'appartiens, je ne vous l'ai pas dit. Moi, je suis quelqu'un qui a planté sa tente au centre du terrain politique. Je suis au centre droit et je fais équipe dans cette élection avec quelqu'un qui est un peu plus à droite que moi. Il est chez les Républicains. C'est le maire de Saint-Florentin. Quelqu'un a dit d'ailleurs en plaisantant, c'est le maire de Saint-Florentin, c'était un industriel. J'aurais dû commencer peut-être par vous le présenter. On m'avait dit qu'il nous rejoindrait. J'emprunte la formule. Il est dans la métallerie, les poteaux, etc. Quelqu'un a dit, alors j'ai repris l'expression parce qu'elle est plutôt marrante, Yves Delot va galvaniser André Villiers. Donc c'est formidable parce qu'il est dans la galvanisation. Il a une dizaine d'entreprises, 700 salariés, dont le cœur de son entreprise à l'entrée de Saint-Flour. Pour ceux qui passent à Saint-Florentin à droite en arrivant, c'est le siège de l'entreprise qui s'appelle Conimast. Voilà. Bien, alors, je reviens donc à mes moutons. Le travail, j'en étais donc sur la flexi-sécurité. Donc il va falloir manier, c'est un peu une ligne de crête, hein, il va falloir manier cela avec énormément de précautions pour éviter le blocage du pays. Ça va être extrêmement important. L'autre sujet qui est important, c'est évidemment la formation. La formation dans notre pays, c'est un scandale national qui ne dit pas son nom, puisque les sommes qui sont consacrées à celle-ci sont abyssales, sont considérables, c'est 34 milliards, c'est la moitié de ce que l'État perçoit en termes de ressources au titre de l'impôt sur le revenu. C'est 78 milliards que l'État collecte chaque année au titre de l'impôt sur le revenu, c'est 34 milliards qui est consacré à la formation. Mais c'est seulement 12% de ces 34 milliards qui va réellement à ceux qui en ont besoin, et notamment ceux qui sont dans les fichiers de Pôle emploi, les 9,5% dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il y a là une réforme qui ne pourra pas se faire à très court terme, mais il faut vraiment engager de manière volontaire la réforme de la formation en général, parce que financièrement c'est une gabegie monstrueuse. Alors tout le monde se gave dans cette affaire, hein. Tous les syndicats se partagent la cogestion du dispositif. Il faut que cela cesse et que l'argent de la formation, parce que c'est l'argent du contribuable, aille réellement ce à quoi il est destiné, c'est-à-dire à la formation. La formation m'emmène sur un autre terrain qui est celui de l'apprentissage. L'apprentissage dans notre pays est complètement foulé aux pieds, décrié, malgré des plans nationaux, le plan Hollande, 500 000 apprentis, eh bien, a été un échec. Dans l'Yonne, pour rester sur le terrain départemental, eh bien, nous avons un centre de formation d'apprentis qui est tout à fait remarquable et qui recrutait il y a quelques années plus de 1200 apprentis. Aujourd'hui, ils sont 850. On voit bien qu'on a baissé les effectifs de 50%, ce qui montre qu'il n'y a pas, une véritable appétence de la part des jeunes pour aller vers des métiers techniques ou scientifiques. Hein. Parce que quand on dit apprentissage, ce n'est pas un gros mot. Apprentissage, c'est effectivement un apprentissage de base, mais il y a aussi des formations qualifiantes de très haut niveau qui permettent aux meilleurs, en tout cas d'entre eux, eh bien, de gravir les échelons de la formation et d'aller vers des qualifications de type ingénieur. Donc tout ça est parfaitement possible. Les Allemands le réussissent et lorsqu'on sort du dispositif de formation en Allemagne, à 85%, dans les 6 mois qui suivent la sortie de formation, on a un emploi dans l'industrie, dans l'économie, enfin quel que soit le secteur. C'est donc un sujet qu'il faut mettre sur la table. Et puis la formation, il y a aussi la formation initiale dont je veux dire un mot. Alors là, c'est une catastrophe nationale. Pardonnez-moi, y a-t-il des enseignants dans la salle? Je m'en excuse par avance. Ils ne sont pas responsables, mais je le dis, notre pays produit chaque année de l'échec. C'est-à-dire que sortent du système éducatif chaque année entre 130 et 150 000 jeunes sans formation, sans diplôme. Et quand on regarde les chiffres des fichiers de Pôle emploi, eh bien, quand on a moins de 25 ans, qu'on est inscrit à Pôle emploi, eh bien, on n'a pas de formation initiale, on n'a pas de formation complémentaire et on a un taux ce qu'on appelle d'employabilité qui ne permet pas d'aller sur le marché du travail. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et offrir à nos jeunes
à la jeunesse, à la nouvelle génération, comme seule perspective, le chômage et puis après 25 ans le RSA, eh bien il faut arrêter avec ça, parce que ce sont des sociétés qui sont sacrifiées, on fabrique des gens qui sont, frustrés, désespérés, en colère, etc. Donc là, tout ça affecte le fonctionnement de la société, donc il est grand temps de faire le ménage dans la formation initiale, et ce qui marchait bien hier, c'est pas la peine de l'inventer, dans notre pays, eh bien, je pense qu'il faut tout simplement le remettre en œuvre et faire en sorte que quand on sort du CM2, eh bien, qu'on puisse vérifier que les 3 piliers de l'enseignement de base, c'est-à-dire l'écriture, le calcul et ça m'échappe, la lecture, merci, eh bien, soit maîtrisé par nos jeunes, ce qui leur garantit d'ailleurs, un taux de réussite tout à fait satisfaisant à l'échelle du collège, du lycée et au-delà. Donc la formation est un sujet extrêmement important. Un sujet qui relève de l'analyse du monde à la fois du travail, de l'emploi, etc., ce sont les retraites. Les retraites, les très petites retraites, notamment de conjoints d'exploitants agricoles, d'artisans, de commerçants, qui n'ont pas cotisé et qui ont des retraites que je qualifie de misère, hein, dont le chiffre, je vais quand même le dire, parce que sur le plateau de télévision, dimanche, j'ai débattu sur ce sujet. J'ai posé la question, personne n'a su répondre aux chiffres, hein, dans les candidats qui étaient autour de la table. Hein. On était 6, dont moi. C'est 335 € par mois. Ça relève du scandale, ça relève de l'indignité nationale, et il est grand temps, et ça on le dit à chaque renouvellement politique, il est grand temps quand même de mettre ça d'aplomb, de mettre ça en ordre, parce que c'est honteux qu'on puisse tolérer des situations comme celle-là. Moi j'ai des femmes veuves, parfois, mais souvent même, parce que les femmes vivent plus que les hommes, plus longtemps, hein, ça j'en dirai un mot, ça s'appelle l'espérance de vie, me dire, et pas publiquement, en plus ce ne sont pas les gens qui se plaignent le plus, ce qui est quand même terrible, me dire écoutez, il faut absolument faire quelque chose, c'est pas du travail. Donc, alors mon cher André, tu m'interromps, ça me fait du bien, tiens. Je m'excuse de t'interrompre, Vas-y. mais ça fait des décennies que j'entends les candidats aux campagnes électorales nous dire se pencher justement sur les problèmes des petites retraites. Et à chaque fois, on repart, il n'y a rien de fait. Mais je vais vous dire pourquoi c'est pas fait. Le député a beaucoup de... Je vais vous dire pourquoi c'est pas fait. Ça sera ma conclusion. Alors, pour terminer, sur ce chapitre, celui donc des retraites, l'âge de la retraite, évidemment, c'est un sujet qui s'invite par rapport au travail. On entend ça et là, c'est l'époque, hein, des campagnes et des programmes, dire que certains partis politiques prônent la retraite à 60 ans. Ça relève de l'irresponsabilité, moi je préfère vous le dire. Après, il y a d'autres notions qui doivent être prises en compte, notamment la pénibilité des métiers, hein, qui est sur la table en ce moment d'ailleurs. Mais la retraite à 60 ans, au moment où l'espérance de vie, je viens d'en dire un mot, augmente considérablement depuis longtemps, et pour encore un certain temps, c'est-à-dire que chaque année, l'espérance de vie augmente d'un trimestre, c'est-à-dire 1 an tous les 4 ans. Non, mais vous pouvez pas, tu peux hocher la tête, Pierre, c'est comme ça, tu le vérifies, il n'y a pas de problème. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Je l'ai vérifié, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, bon, ça va toucher à des limites. L'asymptote va arriver vers le haut, et il y arrivera un moment, effectivement, on ne pourra plus, en fonction de ce qu'on connaît de la biologie humaine, évidemment, aller... parce que, bon, je suis tombé chauffagiste, sinon, comme ça. Mais à 60 ans, vous allez remettre un ballon d'eau chaude ou quoi que ça? Ou alors changer un robinet? Voilà. Ben, ça dépend de l'état de santé, ça dépend... Moi je connais des gars de 60 ans qui sont en pleine bourre, j'en ai 62, vous voyez. Ouais, non mais c'est sûr. Mais bon, vous faites ça toute la journée? Moi j'ai pas le sentiment d'être pourri, mais vous voyez. Ouais, non mais c'est sûr. Mais... Cela dit, quand on a 15 ans, on aimerait en avoir 20, et quand on a 60, on aimerait en avoir 20 aussi. Alors, vous voyez, ouais. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sens de la vie. Hein. Mais non, franchement, enfin, 60 ans, on est en pleine possession de ses moyens. Vous avez quel âge? 43. Oh, vous avez encore 25 ans dans la retraite. Ouais, 30 ans même. On peut y aller. Hein. Non, allez, je plaisante. Non, mais j'ai parlé de pénibilité. Ouais, Puis vous êtes artisan ou salarié? Non, je suis salarié. J'ai parlé de pénibilité du travail, et effectivement, il y a un certain nombre de métiers. Attendez, la personne qui a chargé, qui a manipulé toute sa vie, etc., sans aucun doute, on doit la regarder avec une attention particulière. Ouais, parce que moi, ça fait 25 ans quand même que je fais ça. Ouais. J'ai doublé et tout. Ben, là, maintenant, je fais une reconversion.
Voilà. Ouais, d'accord. Et j'ai 43 ans. Mais bon, on va pas entrer dans les cas particuliers. Ah ouais, non, je reste, sûr. je suis Ouais, généraliste, je suis comme le médecin. Je suis généraliste et il convient sans doute de s'intéresser évidemment à votre cas, au cas particulier. Mais en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous faire de la peine, vous faire de la misère. Hein, c'est tout simplement, c'est un sujet de grand nombre, c'est un sujet démographique. Ce sont ceux qui sont au travail qui payent les retraites. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc si effectivement les gens partent très tôt à la retraite et qu'on entre au travail de plus en plus tard, ça c'est une donnée qui est connue. Avant on travaillait à 14 ans. Aujourd'hui l'entrée moyenne sur le marché du travail, c'est pour des raisons qui tiennent peut-être aussi au marché de l'emploi, mais aussi à la formation, c'est au-delà de 20 ans. Donc voilà, je crois que c'est... la durée au travail de toute façon nécessairement a été réduite dans le temps, donc il convient aussi de tenir compte de cette situation. Donc voilà, je termine avec cela, donc un accent particulier sur le travail. Ma deuxième priorité, c'est la ruralité. La ruralité, vous êtes dans la ruralité, nous sommes dans la ruralité, le département est un département rural. Quels sont les critères qui qualifient un territoire de rural? Ils sont au nombre de 2 principaux, c'est la densité de population et l'activité économique dominante de ce territoire. La densité de population, dans Lyon, c'est 42 habitants au kilomètre carré. Dans notre circonscription, on a des situations très hétérogènes. Et il n'est pas rare de voir dans la partie est du territoire, c'est-à-dire le Tonnerrois, les plateaux du Tonnerrois, en bordure des départements de l'Aube et de la Côte d'Or, eh bien, des densités de population beaucoup plus faibles que le chiffre que je vous indique, puisque certaines communes du Tonnerrois présentent un taux de population, enfin de densité de population, inférieur à 10 habitants au kilomètre carré. Donc une situation très hétérogène qui qualifie le territoire de rural. Ça, c'est le premier sujet, je ne vais pas m'y appesantir. Le deuxième sujet, c'est l'économie. Un territoire rural se définit par son économie, et l'économie dominante de ce territoire, c'est l'agriculture. Donc, je vais vous parler, pardonnez-moi, d'agriculture. Le département de Lyon est un département agricole, la circonscription est une circonscription agricole, avec quelques petites villes d'appui qui ont un passé industriel, et c'est heureux. Hein, c'est Avallon, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, Avallon, Tonnerre, Migène, Saint-Florentin, Brinon, etc. Mais un territoire quand même très rural, marqué par l'agriculture. Le département de Lyon, c'est 443 000 hectares qui sont mis en valeur. C'est à 60% à travers les grandes cultures céréalières. Ensuite, vous avez de la vigne, pour 1,5% seulement du territoire, 6 000 hectares. Vous avez des productions animales, lait et viande, sur les vallées, notamment sur la région sur laquelle nous sommes, même si la céréalisation a gagné des parts de marché en terre pleine. Et puis, je vais revenir donc sur ces 4-là rapidement en termes de valeur de production. Les céréales, 60% du territoire mis en valeur. Dans Lyon, c'est 370 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. La vigne, deuxième, dont je viens de vous parler, c'est 1,5% des surfaces, 6 000 hectares, et c'est 325 millions de chiffre d'affaires. Vous voyez, avec 1,5% d'un côté et 60% de l'autre, eh bien on a presque, allez, à quelques dizaines d'unités près, presque le même chiffre d'affaires. Ça, c'est une des caractéristiques de notre département, et en particulier de notre circonscription. Parce que l'essentiel des vignes, ou la grande majorité d'entre elles, se trouve sur la circonscription, en particulier avec l'appellation Chablis. Hein, donc, troisième sujet, les productions animales, rapidement. Donc le lait. Le lait est en souffrance, comme les productions allaitantes d'ailleurs, mais en souffrance grave, puisqu'il y a 10 ans, dans le département, nous comptions 1200 exploitations laitières, et aujourd'hui, un peu plus de 200. Avec des niveaux de production très élevés, des niveaux de technicité très élevés, puisque les niveaux de production sont de l'ordre de 500 000 litres par exploitation. Eh bien, nous disposons dans le département d'une industrie agroalimentaire, 3 groupes laitiers qui sont installés depuis extrêmement longtemps. Le groupe Senoble au nord du département, Sodial, le groupe coopératif Monéto au centre de Lyon, et puis une autre entreprise qui s'appelle l'Incey, qui est située en banlieue sénonaise, à Saligny exactement. Eh bien, ces 3 usines situées dans Lyon traitent 3 fois plus de lait qu'il n'en est produit dans le département. C'est-à-dire qu'il y a 2 volumes de lait, en plus de celui qui est produit dans le département, qui vient de l'extérieur et qui vient au-delà des frontières nationales d'ailleurs,
qui vient de Belgique et des pays du Nord, hein, de Hollande notamment. Vous voyez qu'on a quand même dans un département rural qui était doté d'une industrie de qualité, qui avait perdu d'ailleurs une branche de celle-ci, puisque le groupe Paul Renard avait disparu du territoire au moment où il avait réduit son activité déjà, hein. Mailly-la-Ville, Chablis, Flony, ensuite Bongrain, le groupe Bongrain avait repris le groupe Paul Renard, et puis a fermé le dernier site qui travaillait dans Lyon, qui était le site de Flony. Donc aujourd'hui, l'industrie laitière, si ça continue comme ça, avec des prix du lait tels qu'on les connaît en ce moment, eh bien, va encore, la production laitière dans le département risque en tout cas d'être mise à mal encore un peu plus. Et puis le bassin allaitant, alors le bassin allaitant, on le trouve au sud du département, en Puisaye aussi, dans les vallées de Lyon, avec des spécificités particulières, c'est-à-dire que les races allaitantes, principalement le charolais, mais pas seulement, eh bien, exportent vers les pays méditerranéens, essentiellement, mais pas seulement, essentiellement donc l'Italie et l'Espagne, avec un souci qu'il faut bien avoir à l'esprit, hein, c'est que la consommation de viande par habitant en Italie, elle était de 25 kg par an et par habitant il n'y a pas si longtemps. Elle est passée à 19, c'est-à-dire que les Italiens mangent moins de viande, et il y a un effet direct sur le marché absorbé en France, le marché des broutards. La France est touchée également par le phénomène de diminution de la consommation de viande par habitant, puisque chaque année, eh bien, les Français mangent 1 kg de moins par an et par habitant. Donc ça, c'est un sujet qui tient à deux choses peut-être, mais plus que ça sans doute, mais la diététique, on nous, voilà, comme ça, on nous dit mangez moins de viande, ça c'est les médecins qui nous disent ça, chère Claudie. Mais n'écoutez pas les médecins. C'est le prix. N'écoutez pas. C'est quand même le prix aussi. Non, moi je plaisante. C'est l'instant de plaisanterie là. Il y a les médias aussi. Hein. Alors j'y viens. Deuxième sujet, les médias. Et les images catastrophiques sur les abattoirs par exemple font un mal terrible à la filière. Et plein de gens qui sont citadins, qui ont perdu toute attache avec le milieu rural, qui ne se rappellent plus qu'ils avaient un père, un grand-père ou un arrière-grand-père qui était paysan, eh bien se détachent finalement pour des raisons médiatiques, hein, de la consommation de la viande. Et en tout cas, sachez que c'est un sujet d'inquiétude qui, s'il continue comme cela, pourrait en tout cas provoquer de graves difficultés à la filière viande du département, mais pas seulement du département, à la filière viande nationale. Ça, il faut le savoir. Et puis alors, je veux vous parler d'un sujet particulier qui touche à la production agricole, mais qui n'est pas issu d'aucun produit agricole, c'est l'aide directe qui vient de l'Europe. C'est 110 millions dans le département qui sont versés sous forme d'aide directe aux 3300 exploitants agricoles qui mettent en valeur les 443 000 hectares dont je vous ai parlé tout à l'heure. S'il n'y avait pas cette aide directe européenne, il n'y aurait plus un seul exploitant dans Lyon, il n'y aurait plus un seul exploitant en France. Soyons clairs. Hein, c'est les agriculteurs français, les agriculteurs du département tirent 50% de leurs revenus de l'aide directe. Et ça, c'est pas récent, depuis la dernière réforme de la PAC, c'est-à-dire 92-93, les choses ont été consolidées, hein, réamplifiées même par le dispositif. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis anti-européen, hein, n'allez pas traduire cela. Je suis en train de vous dire que, et je vais vous en faire la démonstration d'ailleurs, en train de vous faire prendre conscience que s'il n'y avait pas ce dispositif européen, eh bien, ça serait grave pour l'agriculture et pour nos territoires. Vous l'avez compris, territoire rural marqué par l'agriculture. Le problème qui apparaît à ce stade de l'échange, eh bien, c'est que l'Europe reçoit de la France, chaque année, du budget de la France, des recettes fiscales de la France, 20 milliards. C'est-à-dire du budget de la nation française, de l'Hexagone, partent 20 milliards tous les ans. J'arrondis les 20 milliards, hein, c'est 21, 22 parfois, pour aller au budget européen, à l'Union, pour alimenter les 28, enfin 27 bientôt, puisque l'article 50 est actionné en Grande-Bretagne, mais ça va demander encore un petit peu de temps pour les faire sortir. Mais je reviendrai d'ailleurs à la Grande-Bretagne à la fin de mon exposé sur l'Europe. Donc 20 milliards qui partent à Bruxelles, et Bruxelles restitue à la France 12 milliards et demi, dont 9,5 vont à l'agriculture. C'est-à-dire que moins de 50% de ce qui est donné par le budget français c'est vous et moi, hein, c'est les impôts, eh bien, moins de la moitié revient à l'agriculture. Ce qui me fait dire que les gouvernements successifs et les ministres de l'agriculture successifs ont manqué je pense, de vigueur au moment où il aurait fallu négocier ce qu'on appelle la différence,
hein, c'est-à-dire les 7,5 millions entre 12,5 et 20. Et l'Angleterre, en 1984, rappelez-vous, Madame Thatcher, elle a tenu bon dans cette affaire, puisqu'elle a négocié, ça a été le sommet de Fontainebleau, hein, elle a négocié avec les autorités de Bruxelles pour le Royaume-Uni, et elle a obtenu ce fameux chèque en restitution, la différence, puisque le Royaume-Uni était ce qu'on appelle contributeur net, comme la France. Il y a 3 pays qui sont contributeurs nets hein, pour le budget de l'Europe. C'est la France, c'est le Royaume-Uni et c'est l'Allemagne, qui, à eux 3, parenthèse, fournissent 50% du budget de l'Europe, hein, pour les 28. Hein. Voilà, il faut aussi avoir ça à l'esprit. Eh bien, le Royaume-Uni et le Premier ministre de l'époque a réussi à négocier avec les autorités bruxelloises en faisant le chantage si tu ne me donnes pas mon chèque, je m'en vais. C'était déjà ça à l'époque. Hein. Bon, ils sont sortis aujourd'hui, hein, mais c'était déjà ça. Et ils ont obtenu donc un financement à 66% de l'Europe de la différence qu'il donnait, moins la restitution qu'il donnait à Bruxelles. Et ça coûte à la France chaque année, cette affaire, depuis 1984, 1,5 milliard. Voilà. Il faut le savoir. Donc je dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas de honte, quand on est français, quand on est agriculteur français, à demander à être aidé au niveau européen. C'est de l'argent français. Et si on pousse le raisonnement même jusqu'au bout, si les Français ne donnaient pas de quoi faire fonctionner l'Europe, bah, ils donneraient directement, c'est ce qu'on appelle la renationalisation de la politique agricole commune, ils pourraient redonner à leurs agents économiques, c'est-à-dire aux agriculteurs français, ce qu'ils donnent à l'Europe et que l'Europe redonne aux agriculteurs. Voilà, j'ai bouclé la boucle, mais c'est important de le dire, parce que nous sommes sur un sujet agricole et il est bien d'y insister parfois avec force. Sur la ruralité toujours, sur la priorité rurale, et ça sera ma dernière observation dans ce chapitre, c'est d'observer que depuis les années 2000, eh bien, les efforts financiers pour le territoire national ont été dirigés en priorité vers les villes. Hein, ça a été les grands programmes de rénovation urbaine, et on a laissé de côté, on a laissé tomber des pans entiers du territoire et quasiment l'ensemble des territoires ruraux auxquels nous appartenons. La traduction de cela, il y a des maires dans la salle, ils savent ce que veut dire le mot DGF, dotation globale de fonctionnement, puisque les communes perçoivent de la DGF, les départements perçoivent de la DGF, hein, ce sont des impôts prélevés sur le territoire qui sont reversés sous forme de dotation. Eh bien, la DGF par habitant en ville, elle est notoirement supérieure à la DGF par habitant en milieu rural. Et quand je dis ville, ce n'est pas les 4 villes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas les petites villes de la circonscription. Je ne veux pas opposer ville et campagne, ce sont les grands centres urbains. La chef-lieu de département, par exemple, est concernée par le dispositif dont je vous parle. Et donc les efforts ont été, même si on peut admettre, et il faut admettre, que ce qu'on appelle les charges de centralité des villes eh bien, doivent être prises en compte et aidées collectivement, mais les gros efforts financiers de remise en état des quartiers, etc., l'ont été au détriment des campagnes, et c'est une enveloppe annuelle qui ne bouge pas, qui est une enveloppe fermée, qui représente 100 milliards d'euros. Alors quand on donne plus aux uns, on donne moins aux autres, mais ça reste de toute façon dans une enveloppe qui ne bouge pas. Donc ça, c'est une situation qui a défavorisé les territoires. Quels ont été les effets de cette défaveur? Eh bien, ça a été un retard sur un certain nombre de chapitres, au moins 3, les infrastructures routières et ferroviaires, et dans notre département, il y a un sujet au nord de la Circo, en tout cas au milieu du département, c'est le projet d'autoroute 3 Auxerre-Bourges, hein, qui est dans les cartons depuis extrêmement longtemps, qui est enterré, semble-t-il, à nouveau, puisque un ministre d'un gouvernement précédent, pas du dernier, mais celui qui précédait, c'était Madame Voynet, a retiré du plan autoroutier national le projet autoroutier 3 Auxerre-Bourges, qui aurait été un élément de développement considérable pour le territoire. Et deuxième sujet technique qui effectivement souffre d'une certaine carence dans notre département, mais dans tous les départements ruraux, c'est la téléphonie mobile. Entre-temps, on a nationalisé notre pépite nationale, qui s'appelait France Télécom et qui est devenue le groupe Orange. Et Orange, quand Orange fait des opérations d'investissement sur un territoire, eh bien, l'entreprise investit là où la densité de population est élevée. Orange a répondu à un appel à projet dans l'Yonne, et comme par hasard, c'est les zones les plus peuplées du territoire qui ont fait l'objet d'un intérêt particulier de la part du groupe Orange, c'est l'Aglo d'Auxerre et la commune de Sens.
Tout simplement parce que investir sur un territoire où on aura un retour sur investissement, c'est-à-dire où on pourra vendre des lignes quand on aura tiré la fibre, est beaucoup plus intéressant que de le faire sur des territoires où il y a 10 habitants au kilomètre carré. Voilà, je réponds à l'excès, mais voilà en tout cas ce dont souffre en matière de numérique. Hein, je prenais l'exemple du numérique en cet instant, mais en matière de téléphonie, c'est la même chose. Même si depuis 2015, on assiste à une légère amélioration du dispositif, puisqu'il y a eu un plan au niveau national, qui a repéré ce qu'on appelle les zones blanches et les zones grises, et on commence à équiper ces territoires de pylônes sur lesquels l'ensemble des opérateurs vont se retrouver, ce qu'on appelle l'itinérance. Là, je ne vais pas entrer dans la technique, parce qu'il y a sûrement des gens qui sont plus forts que moi dans la salle, donc je ne vais pas prendre ce risque. Un retard sur un certain nombre de sujets, et quand on est en retard sur des sujets comme ceux-là, je prends le numérique par exemple, les collectivités locales sont obligées, sans jeu de mots, de s'y coller. Sans jeu de nom. Bon, c'est bon ? Oui, c'est bon. Et le département donc, a été chef de file du projet numérique. Mais pour équiper le département en fibre optique, il va falloir du temps. Et quand on lit dans la presse nationale qu'en 2022, l'ensemble du territoire français va être doté de la fibre optique, moi, ma tête sur le bio, hein, et j'y tiens, je vous garantis que c'est pas vrai. Il faudra attendre beaucoup plus. Dans Lyon, on a un projet en 15 ans. Nous sommes dans la première période quinquennale. C'est un projet dont le coût pour l'ensemble du département est de plus de 200 millions d'euros, hein, pour le numérique, en associant deux techniques, la montée en débit, c'est-à-dire l'utilisation de la boucle cuivre, et puis l'autre technique dont je viens de vous parler, c'est de tirer de la fibre optique. Donc trois périodes de 5 ans, donc 15 ans, au cours desquelles le département, aidé par l'État certes, aidé par la région, mais aidé par les communautés de communes, va se coller à l'équipement du territoire pour pouvoir... Alors vous voyez qu'on prend sur les ressources locales pour rattraper finalement le retard qui n'a pas été pris en compte du fait des grands projets d'équipement du territoire, et ça c'est comme ça. Alors les populations sont lésées, qu'il s'agisse des personnes privées, de vous et moi, ou des entreprises qui soit sont installées sur le territoire, soit voudraient s'installer sur le territoire. Donc ça, je termine là avec la ruralité en vous ayant donné quelques exemples. Troisième priorité, c'est la santé. La santé, là vous connaissez tous le sujet, je ne vais pas vous en faire plus que ça. Les médecins vieillissent, hélas, et à un moment donné, ils doivent cesser leur activité. Et le problème n'est pas qu'ils cessent leur activité, et le problème c'est qu'au bout du tuyau, il en entre moins. Hein, et ça, c'est un sujet qui est récurrent, qui existe depuis longtemps, pour des raisons extrêmement diverses. Alors, on parle du numerus clausus, qui est décidé au niveau national, dont il faudrait le ramener en termes de gestion au niveau sans doute régional. On parle de la désaffection des nouvelles générations d'étudiants et de médecins pour ce métier, qui est un beau métier, qui veulent l'exercer de manière différente, de la féminisation de la profession. C'est pas une attaque, hein, bien évidemment, c'est un constat. Par exemple, la féminisation conduit à ce que les postes soient sollicités, non pas en secteur rural, non pas en médecine libérale, mais en milieu hospitalier. Donc voilà, toutes ces raisons font que, on souffre dans notre département d'un manque de médecins. Alors il y a 1000 médecins qui sont, à l'heure où je vous parle, qui sont inscrits à l'ordre des médecins au niveau départemental, et il y en a un peu plus de 200, 216 ou 220 qui sont des médecins généralistes. On a mis en place donc un dispositif national qui s'appelle le pacte santé, parce que tout le monde s'y colle aussi, bien évidemment, mais dans le département, on a été novateur. On a engagé déjà près de 3 millions d'euros, je suis allé voir les chiffres, 2 850 000 exactement, sur la construction, sur des constructions immobilières, hein, des maisons de santé pluridisciplinaires, des maisons de santé pluriprofessionnelles, il y a plusieurs termes, des pôles de santé, on en a une quinzaine dans le département maintenant, et puis ça marche, mais il ne suffit pas de faire la coquille, il faut mettre la bête dedans, hein, sinon il y a un truc qui ne va pas. Et donc, nous aidons, et ça nous l'avons décidé l'année dernière, dans le département, nous aidons par des bourses, nous allons déceler des jeunes étudiants qui sont attirés, ou nous allons les motiver, essayons de les motiver
pour les intéresser au métier de la santé, et nous les aidons à cofinancer leurs études, et puis ensuite à s'installer, etc. Enfin, il y a tout un dispositif financier qui a été mis en place, qui commence à produire des effets, puisque le nombre de dossiers depuis le mois d'octobre qui a été déposé, Sylvie le sait, est passé de 25 très récemment à 28, c'est ce qu'on m'a dit il y a quelques jours. Donc on a aujourd'hui de l'espoir, on va dire, pour permettre à des jeunes de venir s'installer sur notre territoire. Moi, ce que je déplore, et je ne vais pas citer le nom parce qu'on connaît ce nom dans la Vallonnais, c'est de voir des jeunes, j'ai un nom à l'esprit, qui est né ici, qui a fait ses études au lycée d'Avallon, qui a fait médecine à Dijon, et puis qui est allé s'installer, si je vous dis où il est allé s'installer, vous allez aller vérifier, en Saône-et-Loire. Allez, comme ça, voilà. Voilà, c'est dommage parce que il y avait du boulot dans Lyon, il n'y a pas de problème, hein, il aurait fait une belle carrière dans Lyon. Donc aujourd'hui, on va chercher les jeunes dès le lycée, dès l'orientation en fac, pour essayer de les motiver, de les suivre, à venir, à venir et à rester, hein, c'est les deux choses, hein, dans le département. C'est vital cette affaire, c'est vital parce que en matière de service public, si les populations ne se voient pas offrir ce service essentiel, hein, qui est celui de la santé, d'abord on fait courir des risques à la population, puis on fait fuir les gens, ou alors ils ne viennent pas s'installer. C'est comme l'école, hein, quand on ferme les écoles, quand on ferme, etc., c'est la même chose. Donc il faut, les gendarmeries, mais bon, c'est un peu différent quand même. Voilà. Donc quelques autres sujets sur la médecine, le tiers payant. Alors on oblige les médecins là, excusez-moi, ils ont autre chose à faire que de faire de la bureaucratie. On oblige les médecins à faire de la bureaucratie, du secrétariat, etc. Donc laissons ça de côté. Et puis il y a un autre sujet qui n'est pas un sujet annexe, mais qui montre bien quand même le manque de bon sens qui existe parfois. Le médecin référent, c'est obligatoire. Il faut avoir un médecin référent. Or, quand le médecin référent est parti, vous n'avez plus de médecin référent. Donc vous allez chez un autre médecin, mais comme ce n'est pas votre médecin référent, vous êtes moins bien remboursé. Hein, donc ça, c'est ce qu'on appelle la double peine. Bon, il va falloir revoir tout ça parce que c'est de la bureaucratie, c'est de l'administration, c'est infernal. Donc tout ça est sur la table. Et puis dernier sujet en matière de santé, il est essentiel. Et parler de la santé sur un territoire rural sans parler des pompiers, eh bien ça serait omettre un dispositif qui, s'il n'était pas là, ferait courir de graves dangers, de grands dangers aux populations. Et vous avez toutes et tous des exemples de prise en charge de vous-même, j'espère pas, mais au moins dans vos entourages. Vous avez des connaissances de gens qui sont régulièrement pris en charge, puisque dans 70% des cas, les interventions des pompiers relèvent du secours à personne. Hein, et s'il n'y avait pas les pompiers qui sont là en un quart d'heure ou 20 minutes, eh bien, il y a sans aucun doute des vies qui seraient engagées. Voilà. Donc ça, il faut le maintenir, il faut y travailler, et c'est un ensemble en fait qui permet à un territoire rural de bien fonctionner. Donc j'ai terminé mes 3 priorités, j'en viens maintenant à ma conclusion, et en vous disant, en commençant, il faut toujours terminer son propos par où on l'a commencé. Moi, c'est ce qu'on m'a appris dans les interventions. Le problème, c'est pas Emmanuel Macron, c'est le député sortant. Voilà, je vous dis ça, c'est le titre de mon intervention. Hein, donc j'y insiste un petit peu, mais pourquoi ? Et ça a été pour moi un élément déterminant. Non, mais je vous le dis, c'est sérieux. Hein. J'ai tardé à prendre ma décision à être candidat. J'ai beaucoup pesé parce que président de département, on a une belle équipe, c'est un beau travail d'équipe, ça marche bien, il y a une belle ambiance. Même si c'est difficile, hein, la route est droite, mais la pente est raide. Mais en tout cas, franchement, je suis très heureux, moi. J'ai pas de difficulté. Enfin, Nous aussi, nous allons pas regretter un peu. Ah, ça, je le prends comme un comment dire, un encouragement. Hein. Ouais, mais faut arrêter. Tout le monde te regrette. Je le prends comme un encouragement, Sylvie. Donc voilà, j'ai beaucoup pesé les choses, et ce qui a été déterminant pour moi, c'est de considérer que le député sortant, qui avait fait campagne il y a 5 ans, en 2012, avec une fleur qui a des épines au poing, il a mis cette fleur dans sa poche. C'est un peu vous savez, l'insecte qui butinait sur la rose, c'était une rose, hein. L'insecte qui butinait sur la rose, aujourd'hui, le même insecte, il est attiré par la lumière. Voilà, il est attiré par la lumière, il vient de changer de cheval, alors que 8 jours avant la primaire de gauche,
entre parenthèses, les primaires, je vous garantis, c'est mort, hein. On n'en aura plus jamais, hein. Ni à gauche ni à droite. Hein. Ça, en tout cas, je le préjuge. Hein. Mais 8 jours, non, mais moi j'ai bien le calendrier de cette période-là en tête. 8 jours avant la primaire de gauche, l'Union républicaine titre une grande page en interne avec une carte du département en couleur un peu ocre, avec le visage des parlementaires, de l'épouse parfois des parlementaires, et donc le député sortant eh bien, apparaît en bas de page à gauche, en bas à gauche, avec la mention Manuel Valls, qui soutient Manuel Valls ce jour-là, 8 jours avant la primaire. Son épouse soutient en haut, à gauche, soutient Vincent Payon. La primaire passe, on n'entend pas parler de grand-chose. On apprend si que le député n'aurait pas voté à la primaire. Et puis au lendemain de la primaire, on apprend qu'il rejoint le camp dont j'ai parlé tout à l'heure, celui d'Emmanuel Macron. Alors là, c'est insupportable. Pour moi, c'est insupportable parce que quand on est élu en 2012 sur un programme avec des engagements, hein, et qu'on ne vient pas rendre compte devant ses électeurs, devant ceux qui l'ont porté à la mandature, du mandat qui s'achève, en disant circulez, il n'y a rien à voir, il y a des comptables dans la salle, ça s'appelle le compte pertes et profits, on passe à autre chose, la page est blanche, maintenant on regarde devant. C'est franchement, moi je ne supporte pas ça, c'est inadmissible, et je me suis dit à ce moment-là, eh ben, mon petit garçon, il faut y aller, on va aller à la bagarre, et puis on va le dire parce qu'il a promis plein de choses en même temps. Qu'il change de cheval comme ça, déjà c'est insupportable, mais quand on promet plein de choses, que je vais vous protéger en 2012, qu'est-ce qu'il avait la majorité, que je vais soutenir les prix agricoles, y compris en légiférant. Il avait la majorité, il ne l'a pas fait. Enfin, sur plein de sujets, il allait supprimer la baisse des dotations en communes. C'est écrit, hein, tout ça, j'ai un petit papier là, c'est mon pense-bête parce que des fois j'oublie des choses. Je vais quand même le prendre parce que, vous voyez, ça vaut le coup d'être entendu. Entre 2012 et 2017, on lit dans ces papiers électoraux, je les ai là, je les ai dans la voiture, comme ceux d'hier, c'est que pendant 5 ans, il avait le pouvoir de réaliser ce qu'il annonçait en 2012, mais il n'a rien fait de tout ça. Le bilan, je vous en ai parlé, il veut dépasser les vieux clivages, c'est écrit dans son truc d'aujourd'hui, là. Et je lui ai dit à la télé à Dijon dimanche, et j'ai dit, monsieur le député, vous en êtes la parfaite incarnation des vieux clivages. Vous êtes élu hier député d'une gauche quand même un peu orthodoxe, hein, et aujourd'hui vous incarnez le libéralisme débridé d'Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, il y a un vrai problème quand même, au point de vue du dogme, c'est difficile. Moi, je ne me vois pas faire des choses comme ça. Et il éprouve le besoin, non pas de dire, mais d'écrire aussi dans ses documents, qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre lui et Emmanuel Macron. C'est sans doute pour mieux s'en convaincre. Hein. Voilà ce qu'il écrit. Il déclare qu'il est attaché à la ruralité, bien évidemment, on ne peut pas faire autrement, puisque je vous ai dit assez longuement et trop longtemps que nous étions dans un territoire rural. Sauf qu'il est citadin, et partout où je passe, là, depuis 8 ou 10 jours, on ne l'a vu nulle part. Il réapparaît maintenant seulement. Donc partout. Et il vient même dans une commune, la semaine dernière, à Cruzy-le-Châtel, sans prévenir le maire, alors que le maire ne l'a pas vu du mandat. Le maire est furieux, hein, il s'appelle Thierry Durand, je peux vous dire qu'il l'a allumé. Vous voulez m'interrompre ? Oui, par rapport à ça, justement, c'est que la plupart du temps, les politiques, on les voit juste au niveau des élections, tout le monde, hein, et on dit qu'ils sont déconnectés de la réalité. Ben moi, c'est pas mon cas, je peux vous dire. Hein. Moi, j'ai les pieds dans la terre, et si vous avez des doutes, vous me suivez une semaine, vous allez voir. C'est mon problème qui se passe. Ouais. Et comme quand on dit en Suède, 10 € ils sont éjectés, Ouais. ici, les comptes ne sont pas publics. Bon, on va voir la référence que ça va donner. Oui, non, mais je voudrais que ça soit appliqué, depuis pas qu'on en parle. Alors, je termine, puis après on va ouvrir le débat, bien sûr. Hein. Il annonce qu'il veut développer l'apprentissage. Il a échoué, donc c'est bien de vouloir recommencer. Le RSI, ils veulent le supprimer. Les artisans, ils en ont ras-le-bol du RSI. Enfin, il y a des gens qui se suicident pour ça. Mais par quoi il sera remplacé? Ben justement, c'est ce que j'ai écrit, moi. C'est ce que j'ai écrit. Par quoi le remplacez-vous? C'est moi qui ai écrit. La taxe professionnelle, on a connu. Hein. Elle a été remplacée, puis on a payé plus. Hein. Alors, voilà, je peux vous faire un résumé comme ça. Et puis, quand même, la cerise sur le gâteau. Et là, je ne peux pas y résister. Et j'ai fait reproduire une carte.
En 2015, en sa qualité de député de la majorité, il vote un texte qui s'appelle la loi de finances rectificative. Le budget, en résumé, il est voté par deux textes, le budget général et la loi de finances rectificative. Dans la loi de finances rectificative de 2015 qu'il vote, il y a un certain nombre de choses. Je ne vais pas lui faire ce procès-là, il n'a peut-être pas vu ce qu'il votait, mais c'est pire. S'il vote des lois sans savoir ce qu'il y a dedans, c'est pire. En tout cas, le résultat, c'est que pour 76 communes du territoire sur lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire c'est toutes les communes de la Comcom ici du Serein et toutes les communes de la Comcom du Chablisien. 76 communes. Le tiers de la Circo, qui compte 223 communes, plus du tiers, 33,9%. Eh bien, c'est à partir du 1er juillet 2017, c'est l'arrêt pour 5 ans, pour les 5 ans à venir, des exonérations fiscales et sociales pour les commerçants, les artisans, les professions libérales, santé, etc., qui voudraient s'installer sur le territoire. Et ça donne cette carte-là. Alors, il y a de la couleur. Donc en jaune, alors on va commencer par le bleu. Le bleu, c'est les communes nouvelles qui vont bénéficier du dispositif. Je vous dirai pourquoi et comment, d'ailleurs, on peut bénéficier du dispositif et pourquoi et comment on ne peut plus. Voilà, donc ça, c'est les communes qui vont en bénéficier nouvellement. En vert, ici, donc le Tonnerrois, et là, l'autre partie, donc le sud-ouest du département, qui restent dans la zone en question, qui ne sont pas affectés par la loi en question. Mais tout ce qui est en jaune, auquel vous appartenez, eh bien, c'est les 76 communes qui, à partir du 1er juillet, ne pourront plus, à cause de ce vote, bénéficier des exonérations fiscales et sociales dont je viens de vous parler. Alors, quand on lui met ça en face, je peux vous dire qu'il passe par toutes les couleurs. Alors, il a écrit au maire, me dit-on, parce que j'ai commencé à le titiller là-dessus j'aurais pas dû d'ailleurs, j'aurais dû sortir ça un peu plus tard, il n'aurait pas eu le temps d'écrire, mais je m'en fous parce que je vais vous écrire aussi. Je vais passer ma nuit à signer des courriers d'ailleurs, pour vous donner mon point de vue. Donc il a écrit au maire en disant qu'il va régler ça dans les 6 mois. Ça, on peut toujours le dire, mais comme il a promis tellement de choses en 2012 qu'il n'a pas fait, il peut toujours promettre aux 76 maires du territoire, et pas seulement aux maires, à ceux qui pourraient bénéficier du dispositif, ils pourront toujours le promettre. Coûte rien. Vous savez, moi j'avais un grand-père qui disait, et ça se dit aussi ici, il faut être bien méchant pour pas promettre. Donc voilà la situation qu'il laisse. C'est un territoire qui est complètement écharpé par une décision, par un vote. Donc voilà, ça c'est inadmissible, c'est intolérable, parce que là, pour le coup, les conséquences au quotidien vont être énormes. Moi, j'étais en réunion à Cravant hier. Alors, j'ai parlé des artisans, commerçants, professions libérales. J'étais en réunion à Cravant hier, et il y a une dame qui a levé le doigt, qui a pris la parole. Elle est présidente d'une association qui s'appelle les Petits Filous, qui regroupe 20 salariés. 20 salariés. Eh bien, ils pourront plus... ils sont touchés, ils ne pourront plus être exonérés des charges sociales, etc. Voilà. Et ça va toucher plein de gens, y compris des associations. Les maisons de retraite. Maisons de retraite. 70 000 € ici. Voilà ce qui vient de se passer. Alors, quels sont les deux critères qui ont prévalu à ça? Je reviens à ma densité de population pour bénéficier de cette appartenance à ces territoires qui s'appellent les zones de revitalisation rurale, les ZRR. Retenez cet affreux sigle. Pour y appartenir, il faut satisfaire à 2 conditions. C'est être dans un territoire dont la population est inférieure à 62 habitants au kilomètre carré et ne pas dépasser ce qu'on appelle le revenu médian, c'est-à-dire 19 111 € par an. Or, vous êtes dans un territoire où, tant mieux, où le revenu médian a augmenté un petit peu, mais de quelques euros. C'est ce qu'on appelle les effets de seuil au-dessus du chiffre que je viens de vous donner. Avec des densités de population extrêmement bas. On est à 14 habitants. Ben donc oui. en fait, le curseur, après, il est ça touche des petits nombres. très vite modifié. Absolument. Donc voilà, ça c'était la cerise sur le gâteau. Voilà du travail d'un député sortant pour le territoire, une partie en tout cas, un tiers du territoire de la circonscription dont il a eu la charge pendant 5 ans. Voilà, j'ai terminé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que j'ai laissé plein de choses sous silence. Alors les exonérations pour le ZRR, c'est limité dans le temps, parce que c'est à 10 ans. 5 ans. 5 ans. Oui, mais après, ils ont remis, il y a quelques années, ils ont remis le RSI. C'est-à-dire que vous avez des bénéfices, des exonérations d'impôts,
Et après, vous remettez le récit dessus. Non, oui, voilà. Le RSI reste à l'origine. Oui, il n'est pas sur les bénéfices. Non, mais l'exonération ZRR est liée directement au résultat fiscal. Mais pour dire qu'en France, c'est que le problème, c'est que tous les 3-4 ans, la fiscalité change. Et quand vous parlez des non, robots, pas tous les ans, tous les ans. oui, mais quand vous parlez des robots, Tous les ans, ça passe par la loi de finances. oui, Hein. mais quand vous parlez des robots, c'est-à-dire que la production revient de Chine en France, mais le problème, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bah non, si vous mettez des robots, on va vous taxer. Donc si vous faites des investissements pour du matériel en France, on vous dit dans un an, ah bah, on va taxer les machines suivant la complexité et l'intelligence de la machine. Il est là le problème. Oui, mais sauf, alors, je comprends bien votre raisonnement, il tient, sauf que on ne travaille plus dans l'hexagone maintenant sur le plan économique. C'est-à-dire que ce qui est produit en France a vocation à être vendu dans le monde, ou au moins en Europe. Hein, j'ai parlé du nombre d'entreprises exportatrices, et le sujet, il est là pour l'industrie française. Et si on ne se remet pas à niveau par rapport à une baisse de charges, le CICE la suppression du CICE va venir, les 20% dont je vous ai parlé de différentiel, eh ben on ne va pas les combler comme ça. On va les combler par deux choses. Il y a le CICE qui va effectivement modifier un petit peu le taux, l'abaisser, mais pour le reste, eh bien, la flexibilité, si elle est réussie, peut-être, on le souhaite, mais pour le reste, il va falloir du temps, hein, et ça sera bien plus d'un quinquennat, d'ailleurs, pour obtenir des résultats. Il en faudra au moins 2, il faudra au moins 10 ans pour obtenir des résultats, pour rattraper ce retard de 30 ans. Donc il faut être là-dessus, d'abord, extrêmement résolu tout de suite, et puis 2, prier pour que le pays ne soit pas bloqué, en tout cas par rapport à des grandes réformes qui absolument doivent intervenir rapidement. Taxer les machines intelligentes, c'est une hérésie, parce que si on veut... Je ne l'ai pas dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Non, mais je ne dis pas que c'est vous. Mais si on veut jouer sur le prix de revient, il faut qu'on ait des machines performantes. Et pour avoir des machines performantes, il faut qu'elles soient intelligentes. C'est tout. Sinon, on ferme la boîte. C'est vrai. C'est aussi vrai que ça. Ouais. Et on raisonne par la taxe ici. Alors, j'ai laissé de côté la CSG. On en dit un mot? Il y aura peut-être une question là-dessus. Non, mais voilà. Je ne vous ai pas dit que moi j'appartenais à un groupe qui ne prône pas la hausse de la CSG. En fait, la CSG, pourquoi 1,7 sur 3 catégories de revenus? Les salaires, les placements, et puis les pensions et retraites. 1,7 sur la première catégorie, ça va faire passer le taux pour les salariés à 9,2. Pour les placements et l'épargne à 9,9 et pour les retraités et pensions à 8,2. Voilà quels vont être les taux quand on aura enregistré plus 1,7. En gros, on passe d'un système assurantiel à un système d'État, en quelque sorte, c'est l'impôt qui va venir remplacer le système assurantiel, puisqu'on va baisser les cotisations maladie et chômage, mais c'est tout le monde qui va payer. Mais dans les 3 catégories que je viens de citer, les retraités vont payer plein pot, il n'y aura pas de retour. À partir de 14 000 euros ou 22 000 euros, 1200 euros par mois, ce qui fait 14 000 euros par an, voilà, ou pour une personne seule, ou 22 000 pour un couple, la taxation va être à 8,2%, donc ils vont payer plein pot, ces retraités. Hein. Les placements, bon, on peut vouloir taxer les placements, pourquoi pas, mais les salariés vont être les seuls gagnants dans cette affaire. Il y aura un petit différentiel puisqu'il y aura moins de charges. En gros, 3,5% de moins de charges, maladie, etc., compensé par une hausse de la CSG, va faire un différentiel positif de l'ordre, pour un SMIC par exemple, je suis allé le vérifier, 25 euros par mois. Donc voilà, mais c'est la seule catégorie, celle des salariés, qui va bénéficier positivement en tout cas du dispositif. Enfin, ça, ça faisait partie des choses que je dis de temps en temps, mais je voulais en parler parce que c'est un sujet important. Donc en fait, ce qui est proposé, c'est pas ça, on prône la baisse des impôts sur le revenu de 10%. Voilà, donc pour redonner du pouvoir d'achat, relancer la demande, dans un contexte où d'ailleurs c'est difficile, parce que quand on relance la demande dans notre pays, compte tenu de ce que j'ai dit, de l'état de dégradation de l'appareil productif français, eh bien cette demande, elle se satisfait, et ça on l'observe rapidement, et mécaniquement, à travers les chiffres du commerce extérieur. Elle se satisfait un peu au niveau national, mais comme le national ne sait pas répondre à la hausse de la demande, eh bien c'est des importations qui augmentent, donc qui entraînent une dégradation de la balance commerciale, import-export, et on le voit d'ailleurs, les chiffres
du commerce extérieur se dégrade en ce moment. Voilà, ça je suis allé le vérifier aussi. C'est là qu'il y a une hérésie. Pour un petit exemple. Comment? C'est là qu'il y a une hérésie, parce que tout ce qui est export importé, c'est tous les grands groupes qui peuvent se permettre de payer des conteneurs en Asie, hein, ils font revenir, et eux, ça ne va rien leur coûter. Et nous qui produisons en France, on va payer. Ça, c'est d'une intelligence d'énarque. Mais même au sein de l'Europe, hein, et même au sein de l'Europe, hein, en ce moment, on se fait damer le pion par deux pays qui sont entrés récemment, enfin les derniers rentrés, c'est-à-dire la Pologne et la Roumanie. Hein. La Bulgarie aussi. Puis la Bulgarie. Un petit exemple, André. On achète 36 milliards de camelotes à la Chine et on leur en vend pour 6 milliards. Mmh. Et ça, il n'y a pas longtemps. Ouais. Oui, mais il est très déficitaire, la Chine. Voilà. Ils sont trop chers, la Chine, maintenant. Ils vont exploiter les Éthiopiens, maintenant.